Bonjour à tous. Welcome and thank you for participating in today's press conference, where we will be providing an update on COVID-19. Bienvenue à la conférence de presse pour fournir une mise à jour au sujet de la COVID-19. Today, we will hear remarks from Canada's Chief and Deputy Chief Public Health Officers, Drs. Theresa Tam and Howard Njoo. Cette conférence est enregistrée. The doctors will be available for questions afterward. The doctors are also joined today by Dr. Supriya Sharma, Chief Medical Advisor, Health Canada. The focus of today's briefing is the latest on COVID-19 in Canada, but Dr. Sharma is here in case there are any questions on the regulatory aspect. Aujourd'hui, nous entendrons les allocutions de la Dr. Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique, et du Dr. Howard Njoo, sous-administrateur en chef de la santé publique du Canada. Les docteurs seront disponibles pour des questions après. Les docteurs sont accompagnés aujourd'hui par la Dr. Supriya Sharma, conseillère médicale en chef à Santé Canada. Cette séance d'information a pour but de faire une mise à jour sur la COVID-19 au Canada. La Dr. Sharma s'est jointe à nous pour répondre aux questions sur l'aspect réglementaire. If you wish to ask a question, please press *1 on your phone. Si vous désirez poser une question, veuillez appuyer sur étoile 1. Alors, procédons. Let's begin. Over to you, Dr. Tam, please. Thank you, and bonjour à toutes et à tous. It looks like we may be experiencing a bit of turbulence this week. As we said during last week's modeling update, there may be bumps in our trajectory over the coming weeks, with further easing of public health measures, and as we spend more time indoors during the cooler weather. Over the past 7 days, an average of close to 2,500 new cases were reported daily across Canada, which is 11% higher than last week. Currently, severe illness trends are stable, but we need to keep infection rates down to prevent increases. Over the past week, on average, over 1,800 people with COVID-19 were being treated in our hospitals each day, with 528 in intensive care units and 22 deaths were reported daily. Over 28 million people, or 85% of the eligible population aged 12 years and older in Canada, are fully vaccinated with COVID-19 vaccines. However, we still have sizable gaps in vaccine coverage. This includes over 5 million eligible people and over 4.3 million children under the age of 12 years. This means total population coverage is about 10% lower, with over 74% of the Canadian population fully vaccinated. Most notably, coverage is not the same everywhere, and where there are pockets of very low coverage, there is a higher risk of local surges in virus activity. In the weeks ahead, as the weather cools, we are once again pulling out our winter layers to keep warm and comfortable while we enjoy the fresh outdoor air. At the same time, we'll need layers of protection against respiratory infections that can spread more easily indoors, where the air can be less than fresh. Since the outset of the pandemic, we've learned a lot about the SARS-CoV-2 virus that causes COVID-19. Most importantly, we've learned how the virus can linger in fine aerosols and remain suspended in the air we breathe, much as expelled smoke lingers in poorly ventilated spaces. And similar to secondhand smoke, those in close proximity to the infected person inhale more aerosols. This is why opening a window helps reduce the risk and why wearing a well-fitted and well-constructed mask is so important when you're spending time in indoor public spaces, particularly if ventilation is not optimal. The same as vaccination provides us with an essential base layer of immune readiness and protection, masks are an essential top layer against virus inhalation and spread between people. Heading into the winter, there are many reasons to ensure that our top or outer barrier layer of protection is of the best quality and fit possible. With the highly contagious Delta variant continuing to predominate, the risk for surges in disease activity is likely to increase with more time spent indoors, particularly where there are pockets of low vaccine coverage. As well, given evidence of waning vaccine protection in some situations, there may be an increased risk of severe illness as well, which reinforces the need to layer protections.
In particular, of the many types of face masks, those that fit to provide good snug seal on your face and are constructed with layers of materials that can filter the fine virus particles are best for preventing or reducing the amount of infectious respiratory particles you may inhale. Being well kitted out to stay as healthy as we can this fall and winter means getting fully vaccinated against COVID-19 and the annual flu too, while layering with other protections from maintaining hand hygiene to improving indoor ventilation, avoiding crowding, and wearing a good quality mask when in public or private spaces with others outside of your household. When it comes to the health of you and your family, the more layers of protection, the better. Read more on canada.ca, including updated information and tools to help you choose a well-constructed and well-fitted face mask for optimal protection. Thank you. Merci. Miigwech. Bonjour à toutes et à tous. Il semblerait que nous pourrions connaître quelques perturbations cette semaine. Comme nous l'avons dit la semaine dernière lors de la mise à jour sur la modélisation, nous pourrions voir des fluctuations dans la trajectoire au cours des prochaines semaines en raison de l'assouplissement des mesures de santé publique et du fait que nous passons plus de temps à l'intérieur avec l'arrivée de la saison froide. Au cours de la dernière semaine, près de 2500 nouveaux cas ont été signalés en moyenne chaque jour au Canada, ce qui représente 11% de plus que la semaine dernière. En moyenne, plus de 1800 personnes atteintes de la COVID-19 étaient traitées dans nos hôpitaux chaque jour, dont 528 dans les unités de soins intensifs et 22 décès ont été signalés quotidiennement au cours des 7 derniers jours. Plus de 28 millions de personnes, soit 85% de la population admissible âgée de 12 ans et plus au Canada, sont entièrement vaccinées contre la COVID-19. Cependant, la couverture vaccinale présente encore des lacunes importantes. En effet, plus de 5 millions de personnes admissibles et plus de 4,3 millions d'enfants de moins de 12 ans ne sont toujours pas vaccinés. Ainsi, la couverture vaccinale totale de la population canadienne est environ 10% plus basse, soit plus de 74%. De plus, la couverture vaccinale n'est pas la même partout au pays. Dans les régions où la couverture est très faible, il y a un risque accru de recrudescence locale de l'activité virale. Dans les semaines à venir, à mesure que le temps se rafraîchira, nous ressortirons nos vêtements chauds pour profiter confortablement du grand air. Dans le même ordre d'idées, nous devrons penser à ajouter des couches de protection contre les infections respiratoires qui peuvent se propager plus facilement lorsque nous sommes à l'intérieur où la qualité de l'air peut être moins bonne. Depuis le début de la pandémie, nous avons beaucoup appris sur le virus SARS-CoV-2, à l'origine de la COVID-19. Surtout, nous avons appris que le virus peut persister dans des fines aérosols et rester en suspension dans l'air ambiant, tout comme la fumée expirée persiste dans les espaces mal ventilés. Comme c'est le cas pour la fumée secondaire, les personnes qui se trouvent à proximité de la personne atteinte du virus inhalent davantage d'aérosols. C'est pourquoi le fait d'ouvrir une fenêtre aide à réduire les risques et pourquoi le port d'un masque bien ajusté et bien conçu est si important lorsque vous passez du temps dans des espaces publics intérieurs, en particulier si la ventilation n'est pas optimale. Si la vaccination nous fournit une protection immunitaire de base, les masques constituent une barrière extérieure essentielle pour éviter d'inhaler le virus et de le propager d'une personne à l'autre. À l'approche de l'hiver, nous avons de nombreuses raisons de nous assurer que notre barrière extérieure est de la meilleure qualité possible et qu'elle est adaptée. Le variant Delta, hautement contagieux, continue de prédominer et le risque de recrudescence de l'activité de la maladie est susceptible d'augmenter avec le temps passé à l'intérieur, en particulier dans les régions où la couverture vaccinale est faible. De plus, comme la protection conférée par les vaccins semble s'affaiblir dans certaines situations, le risque d'être gravement malade pourrait également augmenter, ce qui justifie la nécessité de multiplier les mesures de protection.
en particulier en ce qui concerne les différents masques, ceux qui s'adaptent parfaitement à votre visage et qui sont fabriqués avec des couches de matériaux capables de filtrer les fines particules virales sont les meilleurs pour prévenir l'inhalation des particules respiratoires infectieuses ou réduire la quantité des particules inhalées. Pour rester en aussi bonne santé que possible cet automne et cet hiver, il faut se faire vacciner contre la COVID-19 et la grippe saisonnière sans négliger les autres mesures de protection, comme se laver les mains, améliorer la ventilation dans des espaces intérieurs, éviter les lieux bondés et porter un masque de bonne qualité lorsqu'on se trouve dans les lieux publics ou privés avec des personnes qui ne font pas partie de la famille. Lorsqu'il s'agit de votre santé et celle de votre famille, plus il y a des mesures de protection, mieux c'est. Pour en savoir plus, consultez le site canada.ca qui contient des renseignements et des outils à jour pour vous aider à choisir un masque bien conçu et bien ajusté qui vous assurera une protection optimale. Merci. Thank you. Miigwech. Merci, Dr. Tam et Dr. Njoo. Thank you. We will now open the phone line to questions. We ask that you limit yourself to one question and one follow-up. We will be taking your questions in both official languages. Nous allons prendre des questions. Nous vous demandons de vous limiter à une question et une question suivie. Vous pouvez poser vos questions dans l'une des deux langues officielles. So, operator, first question. Opérateur, première question, s'il vous plaît. Operator, do we have a question? Operator, you might be on mute. We can't hear you. I'm sorry, can you hear me now? Okay. Wait, yes. I'm sorry about that. As a reminder, you may press star 1 if you have a question. Vous pouvez appuyer sur étoile 1 si vous avez une question. The first question is from Kenyon Wallace from the Toronto Star. Please go ahead. Hi, this question is for Dr. Tam. Dr. Tam, last week you spoke about the incident rate of daily COVID cases in children under the age of 12, at that time currently being the highest in Canada, despite the fact that they represented, I think it was 20% of daily cases were in kids under 12, but they represented only about 12% of the Canadian population. I just wanted to ask if that is, to your understanding, it's the same as it was last week. Are we still seeing that in kids under 12? Thank you for the question. Yes, children under 12 continues to have the highest incidence rates across all age groups, as they had been last week as well. And in terms of the children who are, say 12, who are turning 12 this year, at least in Ontario, we're seeing that they are among the lowest vaccinated group, especially in that 12 to 17 age group. Do we have any idea why that is, and if there's any kind of things we can do to get the numbers of those kids up in terms of vaccination? In fact, the 12 to 17-year age group, of course, got their vaccine program start date a little bit later than everyone else, but they've actually had a pretty good acceleration at the beginning. Things have been slowing down somewhat in the last weeks. So this is the last mile as well for them. They actually have had a rate, at least at the national level, a bit higher than the younger adults, a little bit older than them. So I actually think they've done a great job, but please keep going. There are many different ways of increasing the vaccine coverage, many of which you've heard before as well, obviously providing the information, credible information that they need to make their decisions, as well as making sure access is good so that parents and teens and youth can get to those clinics.
And I think that peer support is very important. I've talked to a number of student groups, actually. They've been making a great effort. So there are ambassadors from various non-governmental organizations, student movements, who are providing their reasons for getting vaccinated to their peers through social media and other means. So that's been a great a method as well. So I encourage all those student ambassadors to continue the great work while we provide information to healthcare workers, to counsel parents and youth as well. All right, thank you very much. Thank you. Merci. Operator, next question, please. Prochaine question, s'il vous plaît. Thank you, merci. La prochaine question est de Olivier Ferron-Boissé de TVA. La parole est à vous. Oui, bonjour. Ma question est pour le Dr Njoo. Vous parliez de perturbations lors du début de la mise à jour. La semaine passée, lors des prévisions, vous disiez qu'il pourrait y avoir des fluctuations. On voit les cas un peu à la hausse dans certaines provinces, je pense Québec, Ontario, même au Yukon. Est-ce que vous craignez que ce ne soit pas que des fluctuations, qu'on ait véritablement une tendance à la hausse, comme on voit actuellement en Europe, où il y a des pays qui ont des nombres de records de cas en ce moment-là? Oui, merci pour la question. Oui, on continue à suivre étroitement la situation dans chaque province et territoire avec nos homologues aussi dans les provinces et territoires. Et ce qu'on pense que c'est vraiment important de ne pas avoir l'assouplissement des mesures de santé publique trop rapidement et aussi être prêt à remettre peut-être les mesures de santé publique si c'est nécessaire, avec peut-être une augmentation des cas. Donc, c'est ça ce qui se passe actuellement. Je vois même en Ontario, je pense que leur horaire pour peut-être l'assouplissement, on considère maintenant peut-être mettre un peu en retard parce qu'on commence à voir peut-être une recrudescence ou le début d'une recrudescence des cas en Ontario. Donc, je pense qu'il faut continuer avec deux choses importantes. C'est vraiment encourager encore l'adoption des vaccins. C'est très important parce que ça donne une protection pour les personnes non vaccinées, mais aussi pour se protéger les autres parce qu'on peut toujours transmettre le virus aux autres, peut-être avec un système immunitaire affaibli. Donc, ça, c'est numéro un. Numéro deux, on a parlé aussi des autres couches de protection parce qu'on voit que même les personnes vaccinées, c'est possible d'être contaminées avec le virus et même si on peut-être a un risque diminué d'avoir, comme on dit, une maladie grave, c'est possible de transmettre le virus aux autres. Donc, c'est très important, les autres couches de protection, comme le bon port de masque bien ajusté, bien conçu. Ça, c'est très important. Et finalement, en fin de compte, c'est aussi chaque région au Canada, c'est un peu différent avec leur propre épidémiologie et situation. Donc, c'est très important de toujours suivre les consignes des autorités de santé publique locales. Merci. OK. Merci. Juste, la question, c'est surtout la question de la fluctuation versus une tendance vraiment à la hausse. Vous pourriez préciser là-dessus. Puis en suivi, j'aimerais savoir, je sais que c'est peut-être un peu loin encore, mais qu'est-ce que ça nous dit pour les rassemblements des fêtes dans environ un mois et demi? Parce que vous parliez de peut-être devoir remettre des mesures. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y en ait pour les rassemblements des fêtes dans quelques semaines, là? Oui, merci. C'est difficile pour moi pour passer des commentaires pour qu'est-ce qui se passe en Europe. Ce que j'ai vu, même dans les médias, que les autorités dans quelques pays sont en train de reconnaître que peut-être ils ont peut-être voir des tendances, des cas augmentés et mettre en vigueur encore les autres mesures de santé publique un peu trop tard. C'est toujours le défi. Et ici au Canada, avec l'expérience dans les autres pays, comme les pays en Europe, c'est toujours important de souligner le point. Il faut être très flexible et aussi être prêt à remettre les mesures de santé publique plus peut-être restrictives si c'est nécessaire avec peut-être une montée dans le nombre de cas. Pour les rassemblements, je pense que c'est aussi
quelque chose, il faut faire, tout le monde doit faire, comme dire, leur propre comme évaluation de risque. Et aussi, c'est un peu de question de comme c'est quoi le seuil de tolérance de risque. À part de ce que les autorités sanitaires peuvent peut-être faire pour peut-être une région. Je pense que c'est toujours important de souligner le point que si on veut voir des rassemblements, c'est toujours mieux si tout le monde dans le rassemblement est entièrement vacciné. Donc, c'est encore le point d'encourager l'adoption des vaccins, peut-être pour les membres de la famille pour, je ne sais pas, n'importe quelle raison, qui ne sont pas actuellement entièrement vaccinés. Et aussi de considérer pour les rassemblements, si c'est possible, je sais, avec les fêtes Noël, il fait froid partout au pays, mais si c'est possible, on peut toujours voir des activités à l'extérieur. Mais si on va faire des activités à l'intérieur, on parle toujours de peut-être même avec une bonne assez nombre de personnes, peut-être tout le monde entièrement vacciné. C'est peut-être aussi une bonne idée de considérer le port de masque pour tout le monde, vacciné ou non vacciné, et aussi prendre des autres mesures aussi, peut-être pour comment dire, augmenter la ventilation, peut-être ouvrir les fenêtres pour avoir plus de courant d'air. C'est toutes sortes des autres moyens qu'on peut utiliser. À part aussi toujours de bonne hygiène, se laver les mains souvent et les autres mesures, on a souligné à plusieurs reprises. Merci. Merci beaucoup. Avant la prochaine question, operator, next question, please. The next question is from Mackenzie Gray from CTV News. Please go ahead. Hi there, doctors. My first question is for Dr. Sharma, if you're there. I'm just hoping you can give us an update and a timeline on both the vaccines for kids and Novavax from a regulatory perspective. Yep. Sure. So we are actively continuing the review of the Pfizer-BioNTech Comirnaty vaccine for children ages 5 to 11. As with all of the COVID-19 submissions, we're doing it on a priority basis, and we have a dedicated team that's looking at that data. And that data is not just the clinical data, but as well the formulation. And we look at that in the Canadian context for the possible use in children. That, as we said, that review is actively ongoing, and we expect to have a final decision in the next 1 to 2 weeks. So that's for the Pfizer and children. For Novavax, we now have a completed submission for that vaccine. We previously had the preclinical data, the laboratory and animal data, as well as the clinical data. Recently, we got the manufacturing data and the quality package. So we're looking at that as well. They have had some challenges with manufacturing and scale up. So we expect to have a bit of back and forth with the company as we continue the review of Novavax. Thank you for that. My follow-up, I guess, is for Dr. Tam, but anyone else can jump in if you want. Dr. Tam, you talked about the potential for cases rising and some turbulence in this period of time, and kind of thinking back to pre-vaccine, you talked a lot about high-risk behavior and avoiding that. And dancing and karaoke and singing were two things that you constantly brought up as something people should avoid. In most provinces now, if you're fully vaccinated, you can go to a nightclub, go to a bar, go to a wedding, and do those things. How concerned are you where that kind of high risk activity that you've kind of discouraged before is now being allowed by the province? Well, I think as we said during our remarks that COVID-19 activity is not the same everywhere. So we really need to track that at the local level. And if the virus is not around, then of course everyone's risk is that much reduced. And high vaccination rates, as well as other basic layers of protection, will help reduce the overall transmission in your community. So under those circumstances, some activities may be reasonably safe to do. But if COVID-19 activity is increasing in your area, then the best thing to do is reduce your exposure to the higher risk activity in closed, fully ventilated, crowded, close contact settings, and those kind of basic principles apply. People should also do a personal risk assessment in terms of whether you have underlying medical conditions
and other contexts that can be taken into account on a personal basis. But as we've said in our remarks, in the wintertime, going inside, doing with a lot of people who shouting and singing is not the best idea if COVID is circulating and accelerating outside your front door. It's Dr. Njoo. I just would add to what Dr. Tam has said, and you mentioned, yes, like a year or so ago, we were saying that certain activities, like you mentioned, karaoke and so on, were not advisable. And I think what's changed, for the most part, better is the game changer being the introduction of vaccines. So now with vaccines, certainly we've seen the rates go down, but also obviously what we call the more serious forms of COVID-19 infection in terms of serious consequences. So that's good. But, what's also happened is that the virus has continued to adapt and mutate. And as we now know with the Delta variant, it's much more contagious. So that's number one. The other part also is that we know that no vaccine is 100% effective. And even people who are fully vaccinated, we're seeing evidence that they still can get infected. And if, they don't actually get serious illness, they're able to maybe transmit the virus to others. So that's something else that needs to be taken into account. And therefore, I think that's why we're going back a little bit to sort of the past practices, saying, hey, all those basic things that we talked about in the past, the 3 C's, avoid closed, crowded spaces and close contact, they come back into play because, even though the vaccines are highly effective, if you're indoors and you can still maybe wear a mask because of your own sort of a personal circumstance and feeling more comfortable, that will certainly help. The science has evolved as well. At the beginning, we thought it was mostly a respiratory droplet spread, but now, as Dr. Tam and I've said, it's more like fine aerosols, and they can hang around in the air like secondhand smoke. And so I think most people can appreciate that. That's why we have to be much more cautious and be fully aware of what kind of both personal risk assessment we do and the kind of activities we engage in. But also, I think government and public health officials are also looking at what measures may need to be put in place depending on sort of how the trajectory goes with the case counts and so on. Thank you. Thank you, doctors. I will go to the next question. La prochaine question, s'il vous plaît. La prochaine question est de Boris Proulx, Le Devoir. La parole est à vous. Merci beaucoup de prendre ma question. Ça fait un certain temps maintenant que la preuve vaccinale est exigée pour différentes activités. J'aimerais savoir, est-ce que l'Agence de santé publique du Canada ou les autorités de santé publique sont en train de collecter des preuves pour savoir si ça a bien marché pour faire diminuer le nombre d'éclosions? Merci pour la question. C'est une question importante. Ce qu'on voit qu'avec la preuve des vaccinations, comme on dit, le passeport vaccinal, je pense que c'est vraiment, comme on dit, une mesure, une politique que les provinces et territoires, ont mis en vigueur. Et à l'échelle fédérale, on est d'accord, on encourage ça comme un autre outil pour encourager l'adoption des vaccins qui, en fin de compte, c'est toujours la chose la plus importante d'avoir une bonne couverture vaccinale. Optimalement, c'est 100%, mais on continue à essayer d'atteindre cet objectif. Mais pour comme l'analyse de c'est quoi les résultats, c'est vraiment quelque chose que ça donne comme des données probantes que les provinces et territoires ont dans leur, comme il dit, c'est vraiment pour eux. Nous autres, on a eu des indices que ça a eu un effet positif. Je pense pas même pas seulement les chiffres, mais aussi parce que la plupart des gens qui vivent dans les provinces avec les passeports vaccinales, ils sont comme des plus à l'aise, plus confiants qu'ils peuvent peut-être recommencer quelques activités, aller dans un restaurant, avoir des autres événements avec plus de sécurité. Mais de cette perspective, c'est un succès. Mais comme on a dit même aujourd'hui, c'est aussi pas si facile que ça parce que on sait que les vaccins ne sont pas 100% efficaces. Et même les personnes qui sont entièrement vaccinées, c'est toujours possible
de transmettre les virus aux autres si on est contaminé. Donc, je pense que c'est important pour les autorités de santé publique peut-être considérer. C'est pas seulement comme un passeport vaccinal, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour encourager aussi les autres couches de protection comme le port de masque à l'intérieur, peut-être dans des espaces publics. Donc, je pense que c'est une question de toute la gamme des outils, incluant les passeports vaccinales. En suivi, merci beaucoup, Dr. Njoo, d'avoir mentionné l'aspect que les gens sont plus à l'aise, parce que c'est exactement l'esprit de ma question suivie. Est-ce que des travailleurs vaccinés, je pense par exemple à des employés de bureau, là, est-ce qu'ils devraient se sentir inconfortables de travailler à côté de collègues non vaccinés? Oui, je pense en effet que c'est toujours la meilleure situation pour tout le monde si on peut assurer que tous les employés dans un lieu de travail sont entièrement vaccinés. Je pense que si on peut seulement parler pour, comme dit, la fonction publique ici, le gouvernement fédéral, on exige que tous les employés soient vaccinés entièrement et on a aussi peut-être des mesures administratives pour les personnes non vaccinées parce qu'on veut aussi assurer la sécurité pour les employés qui commencent à rentrer dans un lieu de travail avec les autres employés. Je pense en principe, c'est possible d'encourager encore que tout le monde soit vacciné avant qu'on ait des rassemblements des employés dans un lieu de travail. C'est toujours mieux. Je pense que moi, personnellement aussi, comme médecin, moi, je suis comme encouragé que la grande majorité des travailleurs de soins de santé sont entièrement vaccinés. Et on sait, c'est pas seulement pour moi-même pour être protégé, mais aussi c'est une bonne mesure pour protéger nos patients. Ça, c'est quelque chose, on continue à regarder tous les moyens possibles pour encourager l'adoption des vaccins, mais c'est un bon point que c'est aussi l'assurance ou de confiance pour les personnes vaccinées qui travaillent aussi avec les autres personnes entièrement vaccinées. Merci beaucoup. Prochaine question. Next question, please. The next question is from Abigail Biman from Global News. Please go ahead. Good morning. Thank you for taking my question. Last week, Dr. Tam, you talked about the PCR test requirement at the border, saying that, it was something that should be reviewed. I'm just wondering if there's any update there. Can you share whether any reviews are underway of that requirement, if there's any news there? Thank you for the question. Yes, that requirement is being actively reviewed. And so I'm sure there'll be further information to come. I just want to clarify one point is that the pre-arrival test that we require is a molecular test. It doesn't have to be a lab-based PCR test. These types of point-of-care molecular tests can be obtained in different settings in the country that travelers are going to, so they should do some research ahead of time. But it's not an actual PCR that we necessarily require as a molecular test, just to clarify that point. Can you talk more about that? If you felt that needs to be clarified, are there easier tests that people can do? What should they look for at the test sites in terms of molecular? Is that a message that you feel is not getting out there? Well, I think it's good to just provide some clarification on that front. The PCR lab tests, sometimes they could take a bit longer, for example, to have returned to the person being tested, whereas point-of-care molecular tests can be available. For example, in the United States, you can get it in different settings, such as certain pharmacies. Not everywhere has the same setup, so you just have to know, based on the locality that you're going to do a little bit of research to see where you can get point-of-care molecular tests, and those are sometimes faster, and there may be a cost difference as well between them. So
I'm just encouraging travelers to do a bit of research on that front. Thank you very much. Next question, please, operator. Prochaine question. La prochaine question est de Laurence Martin de Radio-Canada. La parole est à vous. Oui, bonjour. Ma question est pour le Dr Njoo. À la lumière de la montée des cas que vous voyez en ce moment au pays, jusqu'à quel point est-ce que vous pensez qu'une troisième dose de vaccin est nécessaire pour tout le monde au moment où on se parle? OK, merci pour la question. Oui, c'est une bonne question et on continue aussi avec le comité consultatif national de l'immunisation de toujours analyser des données probantes, même ici au Canada, parce qu'on a des bonnes études aussi pour comment dire, suivre étroitement qu'est-ce qui se passe avec l'immunité pour la population générale. On sait déjà qu'il y a un déclin de l'immunité parmi certains groupes à haut risque, incluant les personnes immunodéprimées. Donc, on a déjà recommandé, le CCNE a recommandé une troisième dose, une dose de rappel pour certaines populations à haut risque. Et donc, je pense qu'on continue à regarder les données probantes et c'est toujours possible, d'après moi, ce que je vois, mais aussi toujours les autres experts, que peut-être à un moment donné, peut-être l'année prochaine, le bon moment, on peut avoir peut-être une recommandation. Mais pour le moment, l'immunité est très, encore en général, pour toute la population, est très bonne, un bon niveau de protection. Ce n'est pas nécessaire parce que si on a une bonne immunité, c'est aussi, comme on dit, c'est comme on explique les coûts d'opportunité, hein, parce qu'il y a beaucoup de ressources pour administrer une dose de rappel. Donc, c'est toujours, comme on dit, trouver le bon moment pour assurer que on peut continuer une bonne protection pour la population générale, mais pas peut-être administrer trop tôt parce qu'on n'a pas les mêmes avantages si on donne à tout le monde un vaccin, une dose de rappel trop tôt. Mais on ne va pas attendre trop tard aussi qu'il y a beaucoup trop de cas parmi la population entièrement vaccinée. Donc, c'est quelque chose à suivre et à le bon moment, c'est sûr qu'on va avoir les recommandations de notre comité des experts et aussi les provinces et territoires sont en train, même maintenant, on voit actuellement de penser planifier un programme de vaccination pour une dose de rappel pour la population générale. Merci. Puis pour les rassemblements des fêtes, juste pour faire le suivi à une question qui a été posée par un de mes collègues, jusqu'à quel point est-ce que vous vous inquiétez là, que les gens ne puissent pas se rassembler autour de Noël? Puis Dr Tam, n'hésitez pas aussi à intervenir. Est-ce que vous pensez qu'au moment où on se parle, on risque d'avoir des rassemblements possibles avec 10, 15, 20, 25 personnes ou il risque d'avoir des limites? Comment est-ce que vous entrevoyez ça, là? C'est Dr. Njoo, merci pour la question. Ce que je vois, c'est peut-être comme deux aspects pour la communauté, une région. C'est toujours important de toujours suivre les consignes des autorités de santé publique. Et pour les rassemblements, peut-être organisés, peut-être par la ville, c'est quelque chose que c'est vraiment dans le domaine des autorités de santé publique. Moi, je peux parler peut-être seulement personnellement pour peut-être des rassemblements de familles. C'est sûr, je sais aussi avec ma belle famille, beaucoup de monde dans une famille ou aussi avec les neveux, des cousins, tout ça. Je pense que c'est une conversation, c'est important peut-être de commencer avec les membres d'une famille. Est-ce que tout le monde est entièrement vacciné et sinon, pourquoi pas? On doit toujours encourager l'adoption des vaccins. Mais aussi maintenant, je pense que beaucoup de monde pense qu'avec la vaccination, c'est comme une protection à 100%. Et ce n'est pas le cas. Donc, c'est toujours aussi une question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer les risques pour les rassemblements à l'intérieur? Est-ce qu'on peut ouvrir les fenêtres? Est-ce qu'on peut être
donner, comme il dit, la permission aussi pour tout le monde être à l'aise, qu'on continue avec peut-être le port du masque à l'intérieur, même pour les membres de la famille, parce que on sait, c'est pas nécessaire, c'est vraiment pour un ménage, mais on sait qu'avec tous les autres membres d'une famille, peut-être qui n'habitent pas ensemble, et c'est pourquoi on a un rassemblement, c'est quelque chose d'autre à considérer. Donc, je pense que ce n'est pas nécessairement une question d'un chiffre exact pour un nombre de personnes pour un rassemblement, mais plus une discussion, c'est quoi les risques, c'est quoi le seuil de tolérance des risques, c'est quoi les choses qu'on peut faire, peut-être que tout le monde peut assurer aussi de peut-être, si c'est possible, de faire les activités peut-être avec peu de distance entre les personnes, si c'est possible. Il y a toutes sortes des autres facteurs pour considérer parce que, comme j'ai mentionné en français avec l'acronyme BEC, si c'est possible, c'est toujours éviter comme les lieux bondés, le contact étroit et des espaces clos. Mais je pense que oui, c'est toujours quelque chose à suivre. Et dans les semaines entre l'heure actuelle et les fêtes, on va regarder c'est quoi les situations et c'est sûr, si c'est nécessaire, on peut modifier les consignes, les conseils pour toute la population, mais aussi spécifiquement dans quelques régions, peut-être que si l'épidémiologie mérite. Merci. Merci. Puis, prochaine question. Next question, please, operator. The next question is from Ryan Maloney from CBC News. Please go ahead. Hi there. Thanks for taking our questions. My question is for Dr. Tam. How many of the 5.5 million unvaccinated Canadians do you think still might be reachable and persuadable based on PHAC's research? Anecdotally, premiers like Jason Kenney believe there's a significant demand for the Johnson & Johnson option, notwithstanding the advice that Pfizer and Moderna are preferable. Has PHAC seen evidence suggesting that there will be a significant uptake of the single-dose vaccine? Yes, thank you for the questions. I'll maybe just answer the Janssen vaccine question first. So I think people already know that the initial doses of Janssen vaccine has actually arrived in Canada and are being distributed to provinces and territories. And we have received requests from the provinces in terms of the number of doses that they think they may need. But I think what we need to do is just monitor over the next couple of weeks as to what that uptake looks like. So we don't actually know yet. But I think the concept is that being vaccinated is the key. Certainly, based on the information and the data that we have, the mRNA vaccines are performing very well and seems to perform better than the Janssen vaccine. But I think it's better to have a vaccine into someone's arm than to have someone not vaccinated at all. Secondly, just to remind people that the National Advisory Committee on Immunization has recommended a booster or a second shot for people who got the Janssen vaccine. So it's just something to bear in mind if that's the vaccine that you're going to choose. So certainly we've heard demands. We don't know exactly what that demand might look like, but we just need to monitor it. So your other question in terms of how much higher can we get in terms of our vaccine coverage, I'll just add to a point that Dr. Njoo made in French. We did see an increase in vaccination since about mid-August. We plateaued just ahead of that. But since the federal government and other levels of government had announced vaccine proofs requirements, we did see, I think, over 5.5% increase in that the first dose vaccine coverage. Given that the last mile in getting that vaccine coverage up is so hard, that's quite a significant increase. Every day, there's still more people getting vaccinated slowly, but there's still more of them. So we do believe that we can gain several more percentage points of those eligible not being who haven't
already got the vaccine. But that is also different in different areas of Canada. So you get pockets of under immunization and then other areas that are very highly vaccinated. And hence, we're going to get turbulence over the next months because the virus, which is very contagious, is going to enter those pockets of under immunization and give us surges. So I think in those pockets of under immunization, much can still be done to try and get those vaccination rates up, including providing the Janssen vaccine, if that's what may get us there. Thanks for that. And Health Canada has said that Johnson & Johnson doses will include warning labels for rare but serious side effects like autoimmune disorders or blood clots. What do you say to people who believe that the Johnson & Johnson vaccine is safer than the vaccines that use the messenger technology? So I'll start, and I don't know if Dr. Sharma has anything else to add, but I think we should be very grateful that all of the vaccines in use in Canada has been thoroughly reviewed by the regulator and thoroughly reviewed by the National Advisory Committee on Immunization before the programs are implemented, and we are tracking safety over time. Of course, there will be adverse events following immunization, but any serious events have been rare. And these are being tracked, and some of the new labeling requirements from Health Canada are a reflection of the tremendous amount of work that's been done to track these rarer events. And so anyone taking any vaccine, including the Janssen vaccine, should of course be provided with all information as part of their informed consent. And the fact that some of these rare reactions can occur should be communicated to the recipient of the vaccine. Thank you very much. Oh, sorry, go ahead, Dr. Sharma. Sure, I was just going to say that, you know, what we've always said is that it's really difficult to compare one vaccine to another unless you have what we call a head-to-head trial. So you're actually studying them in controlled situations, one against the other, and we don't have that for the Johnson & Johnson vaccine compared to the mRNA vaccines. What we do know is about, you know, the billions of doses of the vaccines that have been provided, and that they do have different safety profiles. I think in general, we were recommending the mRNA vaccines, both because they have, in general, a higher level of efficacy or effectiveness, and that they did not carry with them some of the serious adverse events around the serious clots with low platelets that we saw in both the Janssen vaccine and the AstraZeneca vaccine. It doesn't mean that there aren't side effects in both that are possible, and it is difficult to predict for any individual what they might experience. But as Dr. Tam has said, you know, having a vaccine, and they're all quite good against the serious illnesses, hospitalization, and death, and having a vaccine administered is better than not having a vaccination. So it depends on people's level of comfort. We want to make sure that they have information that they can use to equip themselves by making to make the best decision for themselves and for their families. And then NACI also, of course, has the recommendations overall on vaccines. Thank you, doctors. We can go to the next question now. Prochaine question, operator, s'il vous plaît. Thank you. Merci. As a reminder, you may press star 1 if you have a question. Vous pouvez appuyer sur étoile 1 si vous avez une question. La prochaine question de Mylène Crête, La Presse. La parole est à vous. Oui, bonjour. J'aimerais savoir, en ce qui a trait à la 3e dose de vaccin, la semaine dernière, vous nous aviez montré là, une carte du Canada où il y avait certaines régions du pays, particulièrement dans le nord, où il y avait une recrudescence là, de cas de COVID-19. Est-ce que une recommandation pour une 3e dose dans les régions comme ça, où l'immunité des gens est en train de diminuer, est quelque chose que vous envisagez? Oui, c'est Dr. Njoo. Merci pour la question. Oui, c'est quelque chose vraiment comme dit, important à analyser. On a eu des discussions, Dr. Tam et moi aussi, avec nos homologues des territoires au nord, parce qu'on sait que les territoires ont été peut-être les premières administrations à administrer les vaccins. Et
aussi, par contre, ils ont utilisé au début peut-être le dose, l'intervalle pour les doses plus selon comme les recommandations des fabricants. Maintenant, on a plus de données probantes qui démontrent que la protection, la durabilité protection, c'est mieux avec un intervalle plus allongé, peut-être même au moins peut-être 8 semaines entre les deux doses. Donc, ce qu'on voit, on a des indications, peut-être oui, que le déclin de l'immunité dans les territoires au nord, c'est peut-être une combinaison de l'administration des vaccins, peut-être même plus au début, plus comme dire, rapidement que les autres populations dans les autres provinces et territoires, et aussi peut-être une question de l'intervalle. Donc, je pense que c'est toujours important de suivre les données probantes, aussi les recommandations de notre comité consultatif national de l'immunisation. Mais en fin de compte, c'est vraiment une décision des provinces et territoires. Et on voit maintenant, à l'heure actuelle, ils ont commencé, selon leur analyse des données probantes, selon leur contexte et situation, et aussi avec l'épidémiologie, de commencer avec, comme on dit, une dose de rappel pour certains groupes et populations à risque. Donc, oui, c'est quelque chose, on continue à suivre la situation partout au Canada parce qu'on a toujours comme des leçons, on peut tirer d'une province à l'autre avec leurs propres expériences et tout le monde peut apprendre des autres. Merci. Et ma deuxième question porterait sur la recrudescence des cas qui est observée en Europe. Est-ce qu'il faut s'attendre à voir la même chose ici au Canada dans les prochaines semaines? Oui, c'est une question, je pense qu'on a posé plusieurs fois. Nous autres, ici au Canada, c'est toujours important d'apprendre des expériences dans les autres pays comme en Europe. Et je pense que c'est aussi comme un peu comme un avertissement parce qu'on sait que avec la recrudescence, vraiment avec le taux, l'incidence des cas, ça peut vraiment être comme une courbe exponentielle. Donc, je pense que c'est pourquoi ici au Canada, ce qu'on voit avec toutes les provinces et territoires, je peux parler même de la province où j'habite, c'est l'Ontario, on continue à regarder étroitement c'est quoi les situations épidémiologiques. On commence à voir qu'il y a une hausse où on commence à augmenter le nombre de cas quotidiennement. Et peut-être que c'est une considération peut-être de mettre en vigueur encore les autres mesures de santé publique plus restrictives parce qu'on a vu avec les autres vagues ici au Canada que si on attend trop longtemps, on peut avoir des répercussions trop graves et avec peut-être des hospitalisations et aussi des personnes dans une unité de soins intensifs. Donc, je pense que c'est toujours une combinaison de regarder, apprendre qu'est-ce qui se passe dans les autres pays, mais aussi regarder qu'est-ce qui se passe ici au Canada avec notre propre expérience avec les autres vagues. Merci beaucoup. Thank you. This will conclude today's press conference. Thanks everyone for your participation. Any additional questions can be directed to Media Relations at the Public Health Agency of Canada. La conférence de presse est maintenant terminée. On vous remercie de votre participation. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec le Bureau des relations avec les médias à l'Agence de santé publique du Canada. Merci et bonne journée. Thank you and have a nice day. Thank you. Merci. The conference has now ended. La conférence est maintenant terminée. Please disconnect your lines at this time. Veuillez s'il vous plaît raccrocher votre ligne. Thank you for your participation. Merci à tous les participants qui se sont joints.